en fait. Et du coup, quelqu'un, il aura certificat pour google.com, si c'est signé par VeriSign, du coup, le navigateur, il dirait que c'est OK. Et comment tu feras la bonne majorité pour Google? Bon, bah écoutez, vas-y, on va voir ça autour d'une bière, ça sera plus simple de comprendre ce truc asymétrique. Et puis on va enchaîner avec Rémi sur NoSQL. Ok, allez, j'attaque. Donc bonjour, donc, ouais, Rémi Alvado, donc je travaille dans une entreprise qui s'appelle Shopping Adventure, on fait un moteur de shopping local, et pour ça on a signé un deal avec plein d'enseignes en France. On référence plusieurs millions de produits, et donc ces millions de produits, ça représente un espace de stockage assez gigantesque. Aujourd'hui on a un cluster NoSQL qui fait à peu près 1,5 TB de données, et qui grossit constamment. Donc on a été obligé de choisir un framework NoSQL pour faire ça. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu les critères de choix qu'on a utilisés. Alors, un premier point important, c'est que NoSQL, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas travailler avec SQL. On a encore chez nous des choses qui fonctionnent complètement en SQL. Ça veut surtout dire que SQL n'est pas fait pour tout. NoSQL, c'est not only SQL. Il y a des choses pour lesquelles SQL n'est pas adapté et pour lesquelles on va essayer d'utiliser autre chose. Donc, c'est ce que je vais vous présenter. Et donc, sur autre chose, quand on a commencé à chercher, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'autres choses. On en voit quelques-uns ici. Aujourd'hui, il y a à peu près des centaines de bases NoSQL et vous en avez chaque jour des nouvelles qui se créent. Alors, on ne les voit pas toutes parce que ça déborde un petit peu, mais il y en a pas mal. Donc, on ne va pas faire le tour de ces centaines de bases en 10 minutes, ce serait un petit peu compliqué. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de définir des critères de choix qui vont vous aider ensuite à choisir, à aller parcourir ces centaines de bases qui existent pour voir celles qui s'adaptent le plus à votre contexte. Donc, on va voir les features principales fournies par ces bases NoSQL. La première feature, c'est de stocker vos données, donc c'est le data warehouse. Donc c'est le format de données. Vous êtes habitué en SQL à avoir du stockage multicolonne, donc en NoSQL vous allez le retrouver aussi. Vous voulez stocker une adresse, ID, street, postcode, city, et on n'en parle plus. Mais vous pouvez aussi stocker des documents. Donc stocker des documents en XML, ou stocker des documents en JSON, ou des documents en YML. Vous pouvez aussi stocker des images, vous pouvez stocker absolument ce que vous voulez sur des clusters NoSQL. Sur certains clusters NoSQL, ça dépend des fonctionnalités. Ensuite, la structure de données. Est-ce que vous décidez de définir un schéma sur vos données, c'est l'équivalent du MixSD pour du XML, dire mes données sont assez figées, je sais qu'elles sont de cette façon, c'est comme un schéma SQL. Vous pouvez choisir d'en utiliser un, vous pouvez choisir aussi des bases NoSQL. C'est parti. Pardon. Hop. Je sais pas ce qui est passé. On va reprendre, vous pouvez jouer dans des bases qui sont ce qu'on appelle schémaless, donc vous n'avez pas de schéma sur ces bases-là, c'est votre code fonctionnel qui décide grosso modo des nouvelles colonnes à ajouter ou de la structure des documents. Alors là, c'est dommage, ça n'a pas bien marché sur cette définition, on va faire comme on peut. Juste pour montrer un petit peu ce que c'est que de la réplication, c'est dommage, on ne voit vraiment pas le bas du slide. J'ai voulu être malin en faisant des slides en HTML, c'est pas terrible. En gros, là, ça vous êtes habitué à ça. Ça, c'est de la réplication SQL. Vous écrivez une donnée sur votre master, ça se réplique sur tous les slaves. Et puis vous en écrivez une seconde, et puis une troisième, etc. Et puis quand vous n'avez plus de place, qu'est-ce qui se passe? Vous rajoutez, alors là, on ne voit pas bien sur les autres, vous rajoutez un bout de disque sur chacun de vos serveurs. Et donc ça devient très vite très cher et très compliqué quand vous avez 1,5 TB de données, que vos disques sont redondés, etc., que les disques sur des serveurs d'1 TB, ça n'existe pas souvent. Donc voilà, ça coûte cher et c'est compliqué. Donc ce que propose NoSQL, c'est-à-dire vous voulez faire du stockage, on va faire du stockage distribué et non du stockage répliqué. Je vais écrire A, j'écris A à un seul endroit. Je vais écrire B, j'écris B à un seul endroit, etc., avec tous mes éléments de mon cluster. J'ai plus de place, je rajoute en fait juste un nouveau serveur, j'ai besoin de modifier tout mon cluster, je rajoute un nouveau serveur, je déplace manuellement ou automatiquement selon les bases NoSQL que vous utilisez, je déplace manuellement ou automatiquement une partie des données sur ce nouveau serveur et je me retrouve avec de la place disponible pour faire des nouvelles choses. Donc voilà, la différence entre ce schéma et le schéma d'avant, c'est que là on est en masterless, c'est-à-dire que vous avez déjà, je pense, tous vu sur des clusters SQL, quand vous avez le maître qui tombe, vous n'avez plus rien qui fonctionne. C'est un petit peu compliqué. En NoSQL, vous pouvez fonctionner sans master, donc vous parlez au cluster directement, et c'est le cluster qui s'autogère. L'inconvénient de ça, en distribué, c'est que vous perdez une machine, vous perdez une partie de données. Donc NoSQL souvent vous propose de faire de la distribution avec de la réplication. Donc dites, je veux stocker A, je stocke A à 2 endroits, B à 2 endroits, etc., etc. Hop, ça a marché.
Donc là, si je perds le serveur 6, on se rend compte que D il est sur le serveur 5, que E sur le serveur 2, etc. Donc je ne vais pas perdre mes données. Donc NoSQL souvent est extrêmement tolérant aux pannes. Nous aujourd'hui, il nous est arrivé il y a quelques semaines de perdre 2 serveurs sur un cluster. Le site a continué à fonctionner normalement, il n'y a pas eu de souci. Passons aux features suivantes, voir je suis à peu près dans les temps. Le search, donc comment est-ce que vous faites maintenant pour accéder à ces terras et terras d'informations? Souvent, enfin en fait, NoSQL est fait pour accéder à vos informations via une clé primaire. Donc vous définissez une clé pour votre document, vous accédez par cette clé, et en termes de performance, c'est absolument gigantesque. Aujourd'hui, nous on utilise une base qui s'appelle RIAC et qui nous permet de faire à peu près 10 000 requêtes en parallèle avec des temps de réponse inférieurs à la milliseconde. Donc c'est vraiment, comparé à un système SQL classique, c'est vraiment très rapide. Vous pouvez définir des équivalents d'index secondaires en SQL pour dire je vais avoir 2 clés. J'ai une clé qui est le username et une clé qui est la ville dans laquelle il habite, par exemple. Mais vous pouvez aussi accéder, selon les bases NoSQL, à ces données via de la recherche full text search. Donc dire, je cherche un espace de coworking, je tape call in et je vérifie tout ce qui sort. Donc ça, on peut le faire soit avec du exact match, soit si je me sens que ça s'appelait call, mais je ne me souviens plus de la fin, je fais call étoile et ça me le ressort, c'est du wildcard. Syntaxique proximity, c'est je tape call in comme vous l'écrivez en français, on est capable de savoir que call in 2N et call in avec 2L, c'est à peu près pareil et qu'on va arriver à le ressortir. On a du facettage, donc dire vos résultats de recherche répondent à différentes catégories et donc vous pouvez montrer aux utilisateurs les catégories par lesquelles ils peuvent raffiner leur recherche. Et puis vous avez le support de recherche sur des noms, sur des dates, etc. etc. La façon d'indexer, 6 minutes, la façon d'indexer, donc soit vous faites du full manual, donc c'est vous qui décidez ce que vous stockez, la façon dont vous le stockez et la façon dont vous allez le requêter derrière, soit vous basez sur le schéma que vous avez défini, si vous avez un schéma pour dire ce champ-là c'est un entier, ce champ-là c'est une date, ce champ-là c'est un string, etc., etc. Ou en automatique, vous laissez votre base NoSQL essayer de deviner ce qui se trouve dans vos données. Ça marche de mieux en mieux avec certaines bases. Nous, typiquement avec RIAC, ça marche absolument de façon absolument géniale. On va faire des recherches très poussées en automatique. L'indexation peut se faire soit en synchrone, soit en asynchrone. Donc soit quand vous faites la requête de stockage de nouveaux éléments de votre cluster, soit vous allez attendre la réponse, soit il va le faire en arrière-plan. Et c'est soit très rapide, donc on va faire 20 millisecondes pour nous en ce moment avec un terabyte de données, soit ça peut être un peu plus lent. J'ai vu du 3-4 secondes sur des clusters Solar un petit peu costauds. Mais ça reste relativement rapide. Dernier point, le processing des big data. Donc on se retrouve avec le cluster qu'on avait tout à l'heure et puis on nous demande est-ce que ce serait possible de me sortir toutes les voyelles qui sont dans ce cluster, mais je ne veux pas avoir 2 fois A ou 2 fois E ou 2 fois I. Donc qu'est-ce que vous faites classiquement? Vous faites passer une donnée sur votre machine de processing, vous la faites passer dans votre petit algo qui s'appelle filter, qui dit OK, A est une voyelle, etc. Je fais passer F n'est pas une voyelle, je fais passer H, L, etc. Voilà, donc ça, c'est marrant, l'animation prend un petit moment, parce que c'est exactement ce qui se passe sur vos machines en vrai qui ont fait ce genre d'algorithme. Ça prend du temps, parce que là, vous venez de déplacer 1 Tera 5 d'informations d'un cluster vers un serveur. Ce que vous propose NoSQL, souvent, alors on va plutôt bien le voir sur ces 4 serveurs, c'est-à-dire plutôt que de déplacer 1 Tera 5, on va déplacer juste le programme qui s'appelle filter, qui fait quelques kilooctets, on va le mettre sur chaque machine. On va faire cette première opération de map sur chacune des machines. Donc dire je vais traiter A sur cette machine, donc je vais traiter B, je vais traiter B, F, etc. Je vais résoudre mes filtres sur toutes mes données en parallèle, et à la fin, je fais mon opération de reduce, qui consiste à ne rapatrier que les informations pertinentes qui sont faire processing. Donc là, plutôt que de déplacer 1 Tera 5, vous avez déplacé 4 fois quelques kilooctets plus quelques données. Donc vous avez gagné énormément en temps de processing. Donc ça, c'est une feature qui n'est pas supportée par tous les moteurs NoSQL aujourd'hui, mais de plus en plus. Et c'est une feature qui est super intéressante si on en avait besoin. En termes de temps de processing, vous gagnez énormément. En termes de facilité de développement, c'est encore mieux. Vous pouvez écrire vos scripts, on appelle ça du MapReduce, donc soit en Java, soit en JavaScript, en Erlang, en C, en C++, en plein de langages. Et voilà, vous pouvez aussi vous baser sur d'autres features fournies par vos moteurs NoSQL pour faire ces opérations. Typiquement avec React, on est capable de faire la phase de map, on l'a fait avec du search, ce qui fait que le petit programme de filter, on n'a même pas besoin de l'écrire, on fait une requête de search classique qu'on